Bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Chaque semaine, vous le savez, nous revenons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et dans le reste du monde. Et ce grâce bien sûr à l'expertise de Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonjour Georges. Bonjour Marius, je profite pour souhaiter mes vœux, puisque je l'ai déjà fait, aux téléspectateurs d'Éclair TV. La tension semble être en train de redescendre d'un cran au CHU de Guadeloupe depuis la destruction du piquet de grève par les forces de l'ordre. L'entrée du CHU est d'ailleurs depuis sécurisée par la police. Les semaines précédentes ont été marquées par des violences, notamment à l'encontre du directeur du CHU. Mais quelles sont réellement les marges de manœuvre de Gérard Cottelon dans l'application de la loi? Voyons cela ensemble dans un instant. Georges Calixte, Gérard Cottelon peut-il réellement dire non à l'application de l'obligation vaccinale au sein du CHU, comme le souhaiterait d'ailleurs le collectif de lutte contre cette loi? Il est vrai que Gérard Cottelon a été bousculé, en tout cas il a dénoncé ces faits, et que cette bousculade a été justifiée par les organisations syndicales comme étant le fait qu'il exerçait avec zèle ses responsabilités en tant que fonctionnaire. Et vous verrez qu'en réalité, sa marge de manœuvre n'est pas si large que cela. D'ailleurs, nous sommes gérés, administrés par deux grands systèmes, le système décentralisé et le système déconcentré. La décentralisation, ce sont les maires, les collectivités que nous connaissons, ce sont nos élus. Par contre, la déconcentration, ce sont les services de l'État. Et Gérard Cottelon, le directeur du CHU, entre dans ce qu'on appelle le système déconcentré, autrement dit le service de l'État. Alors comment fonctionne ce système déconcentré? Par le principe d'autorité hiérarchique verticale. C'est-à-dire qu'il y a un ministère, il y a des directions, il y a des agences d'État, l'agence régionale de santé, et il y a bien sûr les hôpitaux. Et on constate que Gérard Cottelon, étant dans un système déconcentré, se trouve avoir une marge de manœuvre très réduite parce qu'il est soumis à trois contraintes. La première, c'est que sa hiérarchie a un pouvoir sur sa personne. Il a été nommé, mais la même hiérarchie qui nomme a également un pouvoir de sanction. Deuxième élément, sa hiérarchie a un pouvoir sur ses actes. Il peut signer des conventions dans la limite de ses délégations. Il peut également prendre des arrêtés, mais ces actes administratifs sont soumis au regard et à la légalité de sa hiérarchie. Et sa hiérarchie peut fort bien à la fois annuler ces actes ou tout simplement les réformer, c'est-à-dire les transformer avec des objets et des enjeux qui ne sont pas forcément ceux qu'il aurait voulu, lui, le directeur du CHU, être à l'origine, dont il serait à l'origine. Enfin, il y a un troisième élément, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'opportunité de sa hiérarchie. Il peut décider de mettre en place, en tout cas, des stratégies locales, mais ces stratégies ne peuvent jamais trop s'écarter des directives qui lui sont données dans ce qu'on appelle les mesures d'ordre intérieur, en particulier les instructions ou les circulaires qu'il reçoit. Et compte tenu qu'il appartient à la catégorie des hauts fonctionnaires, les circulaires qu'il reçoit ont parfois une dimension impérative qui lui laisse très peu de marge de manœuvre. Dès lors qu'il vous dit que je suis fonctionnaire et que par conséquent j'applique les dispositions de ma hiérarchie, force est de constater que compte tenu du système vertical hiérarchique descendant qui est celui de la France, c'est vrai que sa marge de manœuvre en ce qui concerne les instructions ou les circulaires qu'il reçoit ne lui permet pas forcément de s'adapter comme certains le penseraient. Et là où on voit peut-être du zèle, il y a tout simplement la fidélité du fonctionnaire au service public au nom de l'intérêt général. Alors, toujours sur le même sujet, pourquoi une telle différence de traitement avec ce qui se passe en Martinique? C'est là où la direction du CHU de Guadeloupe doit communiquer. Et c'est vrai, j'ai personnellement appelé 2 personnes qui ne sont pas vaccinées à la Martinique. Ils sont rémunérés tout à fait normalement. Il semblerait que ce soit le cas à la Guyane.
Or, à la Guadeloupe, il y a eu une application beaucoup plus stricte de ces dispositions. Et c'est là où le directeur du CHU doit communiquer, puisqu'au niveau de l'opinion publique, il est regardé de trois manières. Soit qu'on le voit comme le Guadeloupéen qui a accepté de quitter un poste à la PHP. Je vous rappelle qu'il avait sous sa responsabilité, en tant que responsable des ressources humaines, plusieurs dizaines de milliers d'agents, et il s'acquittait de sa tâche en tant que fonctionnaire avec la compétence qu'on lui connaît. Il est venu mettre cette compétence au service de son pays, et c'est vrai qu'on peut s'émouvoir qu'il soit autant l'objet de querelles de la part des organisations syndicales. Maintenant, il y a également deux autres regards. Celui de le voir, suivant l'idéologie dans laquelle on se positionne, comme étant un soldat qui a été envoyé par l'État de manière à appliquer ex abrupto les directives que l'État souhaitait faire appliquer à la Guadeloupe. Et troisième regard, c'est qu'il peut être également perçu comme un bouc émissaire, à savoir celui qui va concentrer sur sa personne, en tout cas qui va incarner entre guillemets le mal, qui va par conséquent, en tout cas le mal lié au dysfonctionnement, il faut le reconnaître, du CHU, et qui va par conséquent voir vers lui concentrer tous les reproches et toutes les animosités. Il sera donc sacrifié un bouc émissaire. Et par conséquent, par le bouc émissaire, on dévie l'attention des autres par rapport à la cause réelle qui génère le mal. Donc, en fait, c'est lui qui doit communiquer dans la mesure où il y a cette différence de traitement. L'a-t-il appliqué par discernement parce qu'à la Martinique et à la Guyane, le taux de vaccination est encore beaucoup plus faible que chez nous. Donc, c'est à lui à démontrer qu'il a pu maintenir qualitativement les soins de la structure hospitalière de Guadeloupe, alors même qu'il n'avait pas forcément tout le personnel à disposition, sachant évidemment qu'il semblerait qu'à la Guadeloupe, davantage de personnel soit vacciné et que par ailleurs, en matière de congés de maladie, par exemple, le responsable syndical de la Martinique qui s'est exprimé il n'y a pas très longtemps, il y a près de 700 agents qui sont en congé de maladie, en tout cas à la Martinique, tout secteur confondu en matière de santé, et plus de 1600 qui ne sont pas vaccinés. Donc ce sont quand même des chiffres qui sont bien au-delà des nôtres. Alors, quelle marge de manœuvre pouvait avoir Gérard Cotellon? Il lui appartient de communiquer et d'expliquer qu'il a pu, par discernement, maintenir les activités, en tout cas la qualité des activités de soins, tout en gérant le fait qu'au départ, 1200 personnes étaient concernées par la suspension, je dis bien tout secteur confondu, y compris le personnel libéral. Bien, je vous propose de passer au deuxième sujet de la semaine. La crise sociale en Guadeloupe s'étale dans le temps, les négociations sont au point mort. Sommes-nous réellement dans une impasse? Votre analyse dans un instant. Georges Calixte, la crise sociale dure depuis plusieurs mois désormais. Barrages, syndicats, obligations vaccinales, cahiers de revendications. Est-on actuellement dans une impasse en Guadeloupe? D'abord, pour évoquer, en tout cas, ou tout au moins invoquer une impasse, il faut se rappeler qu'un mouvement social, il y a toujours trois étapes. L'étape où chaque protagoniste sonde ses adversaires, en tout cas tout au moins ses concurrents, si on peut parler de la sorte, en fonction d'un cahier de revendications et de la capacité des uns et des autres à pouvoir donner plus, comment on appelle, de ressources à ce cahier de revendications et de subir moins les contraintes. Ça, c'est la première étape. Vous avez par contre toujours une deuxième étape qui est l'étape de la radicalisation. Où chaque partenaire, en tout cas adversaire et partenaire, entre dans une situation de coalition, dans ce qu'on appelle une concorde syndicale, et où le rapport de force s'installe. L'installation de ce rapport de force peut cristalliser, et peut-être le plus difficile, parce que n'oublions pas qu'à la Guadeloupe, il y a actuellement des pères et des mères de famille qui ne sont plus en mesure de se nourrir. Et il ne faudrait donc pas que cette phase de cristallisation
atteint son paroxysme parce qu'un certain nombre d'acteurs, en tout cas du mouvement social, en arrivent au stade où ils en sont au stade de besoin physiologique. Quand quelqu'un est arrivé au stade de besoin physiologique, sur le plan de ses logiques de revendication, il perd certains discernements et parfois peut se livrer à une radicalisation plus importante. Et il y a ensuite une troisième phase, qui est la phase où le principe de réalité s'installe, à savoir que les adversaires, ou de guerre lasse, ou pour des raisons diverses et variées, je l'ai régulièrement subi en tant que médiateur et pas si loin de cela à la mi-décembre, les adversaires, à un moment donné, il y a un temps de retour à ce qu'on appelle des mesures beaucoup plus acceptables, des postures beaucoup plus souhaitables, et c'est là où la négociation pourrait commencer. Donc pour l'instant, on en est à cette phase de radicalisation et de crispation qu'il faudra surveiller de près, puisque je vous dis qu'il y a maintenant des gens qui sont dans une situation de besoin physiologique, et il faut voir comment cette évolution se maintient. Actuellement, les barrages sont récurrents toujours, les meetings le sont également, et on constate qu'il y a de plus ce qu'on appelle des opérations escargots. Par contre, ce qui est intéressant pour nos téléspectateurs, c'est l'apparition en tout cas d'un élément contre-productif qui s'appellerait la sanctuarisation. C'est-à-dire qu'on a vu, face à ce mouvement, se mobiliser une frange de la population devant le Memorial Act. Et quel était le mot d'ordre? C'est celui de la sanctuarisation. On en arrive donc à un stade où la population elle-même, par rapport à des lieux institutionnels, est dans l'attente que ces lieux puissent respecter leur vocation d'intérêt général, nonobstant les difficultés qu'il pourrait y avoir à pouvoir y accéder. Il n'empêche qu'il y a de plus en plus une certaine, non pas répulsion, mais une certaine interrogation du public, à savoir, mais par rapport à des éléments essentiels que sont la santé ou l'éducation, ne faut-il pas maintenant sanctuariser? Et je pense que c'est à la suite de cette mobilisation et à l'émergence du concept de sanctuarisation qu'il y a eu l'intervention au niveau du CHU où effectivement le BIC, comme l'appellent les organisations syndicales, a été démantelé. Il n'empêche que pour l'instant, ce qu'il y a, si vous voulez, qui empêche un aboutissement de cette négociation, c'est le processus d'idéologisation de la problématique sanitaire. Alors, idéologisation, parce que vous avez une partie du public qui se dit nous voulons bénéficier d'une liberté constitutionnelle qui est la liberté de chacun à disposer de son corps. Je veux être vacciné, je le fais. Je ne veux pas, je ne suis pas. Mais de notre côté, il y a une autre forme de récupération idéologique qui consiste à voir en cette obligation vaccinale un instrument de domination, évidemment, vous avez compris, d'un pouvoir qui n'est pas sans rappeler, aux yeux de certains tout au moins, la reproduction d'un système colonial largement dénoncé. Donc il y a eu, si vous voulez, cette conjonction de deux idéologies, l'une éthique et l'autre sociopolitique, y compris à l'histoire, et qui fait que cette radicalisation, en tout cas, dure beaucoup plus longtemps. Maintenant, avec le temps et le principe de réalité aidant, il y aura certainement une atténuation des choses. L'opinion publique va, comme elle a commencé, se positionner favorablement ou défavorablement. Et puis n'oublions pas, puisqu'on va en parler tout à l'heure, qu'il y a maintenant une évolution encore plus crispante, en tout cas plus restreignante des libertés, qui est tout simplement le pass vaccinal dont nous allons parler tout à l'heure. C'est effectivement notre troisième sujet de la semaine, le pass vaccinal. Quelle application envisage-t-on en Guadeloupe? On voit cela dans un instant. Une première question, Georges, pour nos téléspectateurs. Quelle est la différence entre pass sanitaire et pass vaccinal?
Le pass sanitaire, vous voulez vous rendre à un restaurant, vous voulez vous rendre au cinéma ou dans des lieux sociaux fréquentés par du public, qu'ils soient ouverts ou fermés. Si vous n'avez pas un schéma vaccinal complet, donc si vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, 2 ou 3 doses, ou une dose si on a déjà eu la COVID-19, vous pouvez, en présentant un test PCR ou un test antigénique de moins de 24 heures, accéder à cet espace public. Donc, c'est le pass sanitaire. Mais entre-temps, le gouvernement, lui, va plus loin. Il dit, dorénavant, il n'y aura plus de tests PCR ni de tests antigéniques, du moins qui ne sont plus gratuits, je le rappelle. Il faudra d'un schéma vaccinal complet pour pouvoir accéder à certains lieux et que les préfets auront la possibilité de pouvoir, dans certaines grandes surfaces, imposer le pass vaccinal complet pour pouvoir accéder. Autrement dit, pour aller faire des courses et se nourrir. Donc en fait, le pass vaccinal, c'est une restriction de liberté, en tout cas donne moins d'alternatives aux différents citoyens que le pass sanitaire dont on pouvait se passer par des tests. Maintenant, ce n'est plus possible. Alors pourquoi ce pass vaccinal suscite-t-il autant de débats? Vous savez qu'il y a la proximité des élections présidentielles. Le débat, pour l'instant, il est politique et législatif. Il est au niveau de l'Assemblée et du Sénat. Et vous constatez qu'il y a une différence de philosophie très importante parce que l'actuel gouvernement, sur la base qu'il y a pas loin de 80% des Français qui seront en schéma vaccinal complet d'ici à la fin du mois, part de l'hypothèse que compte tenu qu'il y a plus de personnes vaccinées que de ceux qui ne sont pas, c'est environ 5 millions, qu'il faudrait par conséquent attirer l'attention sur le fait que ceux qui ne sont pas vaccinés risquent de menacer ceux qui le sont, puisqu'il a été reconnu qu'on peut fort bien être vacciné, mais qu'on peut, pour autant, on peut attraper la COVID-19, même si la forme serait moins grave. Donc, où il y a eu des divergences d'appréciation au point que la commission mixte entre le Sénat et l'Assemblée, les deux parties ont échoué. Alors, trois éléments. Le premier, qui serait plus favorable déjà pour l'outre-mer, c'est que les préfets, mais pas spécifiquement les préfets ultramarins, dans les territoires ultramarins, pour l'ensemble de la France, les préfets auraient la possibilité d'appliquer le principe de discernement, à savoir ne pas appliquer ex abrupto les dispositions du pass vaccinal, mais de les appliquer au fur et à mesure qu'un certain nombre de paramètres et de critères sanitaires apparaîtront. Effectivement, rappelez-vous de l'amendement du député Olivier Servat, y compris de celui de la sénatrice Jasmin, qui disait, mais si vous appliquez les dispositions du pass vaccinal telles que le prévoit la loi, mais vous emprisonnez, entre guillemets, mais près de 60% des Guadeloupéens. Donc il faut d'une application différée dans le temps. Je rappelle par contre que la loi n'abroge pas le pass sanitaire, donc il sera toujours en vigueur, et que par ailleurs, la loi ne donne pas au préfet la prérogative de ne pas appliquer les dispositions d'exigence. Il donne au préfet simplement la prérogative d'adapter au nom du principe de discernement, et ça ne veut pas dire pour autant qu'à terme, la difficulté, en tout cas le pass vaccinal, ne va pas s'appliquer à la Guadeloupe. Il faut que les choses soient bien claires. Le rôle du préfet, qui sera un rôle de concertation, ne va pas pour autant préjuger le fait qu'il n'y ait pas d'application. Enfin, il y a eu deux grandes différences d'appréciation. Le Sénat voulait que lorsqu'il y a moins de 10 000 hospitalisations à l'échelle nationale, donc y compris au niveau de l'outre-mer, que ce pass vaccinal soit supprimé, ce que les députés n'ont pas accepté. Pareil, autre proposition du Sénat, à ce que lorsqu'il y a 80% de vaccinés, eh bien, l'État accepte de considérer que le pass vaccinal ne devient plus obligatoire.
Or, on sait qu'il y aura bientôt 80% de vaccinés. Ça voudrait donc dire que si les députés avaient accepté cette proposition, en tout cas du Sénat, ça voudrait donc dire que très rapidement, mais finalement, la loi a été votée, mais ne se serait pas appliquée si cette disposition avait été retenue. Voilà donc à quel point on en est. À savoir que l'Assemblée nationale va reprendre la main, il y aura toujours une navette, c'est elle qui, in fine, va trancher, et même si, je répète, les préfets auront un peu plus de souplesse pour appliquer la loi, à un moment donné ou à un autre, le pass vaccinal va s'appliquer à la Guadeloupe, d'autant plus que pour l'instant, je rappelle, nous sommes en état sanitaire jusqu'au 31 mars et que par conséquent, le préfet a non seulement cet arsenal lié à la loi qui sera vraisemblablement publiée le 20 janvier, mais il dispose également des prérogatives de restriction de liberté liées à l'état d'urgence sanitaire. Donc ne nous faisons pas d'illusions. Ce n'est pas parce que la loi sera appliquée progressivement que pour autant elle ne sera pas appliquée à la Guadeloupe puisque nous sommes dans l'identité législative. Merci Georges pour votre analyse. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.